Direct sur le plateau TV du Salon de l'Immobilier de Marseille avec une conférence, une émission consacrée à l'investissement aux États-Unis, à Détroit, dans l'État du Michigan. J'ai le plaisir de recevoir Solange Dahan, qui est cofondatrice de DNCO, qui est la structure qui porte donc cette offre. Prenez le micro, Solange, ça sera mieux. Bonjour. Voilà, parce qu'on fait de la télé, hein, c'est bien connu. À vos côtés, Marie-Caroline Chabrière, qui était également cofondatrice de DNCO, et face à elle, Franck Nogues, qui est aussi le cofondateur. Donc vous êtes trois à avoir cofondé cette structure. Alors, on le sait, Détroit est une ville emblématique des États-Unis, puisque c'est le siège de General Motors, une ville qui a prospéré pendant de nombreuses années et qui a fait faillite, tout simplement, en 2012, je crois, de mémoire. 2013, avec une dette colossale de près de 20 milliards de dollars. Mais comme la nature a horreur du vide, eh bien, Détroit s'est remise en route, s'est reconstruite, et du coup, l'immobilier devient accessible, puisque la prospérité revient, mais il y a eu quand même de gros dégâts. Et c'est sur ce marché-là que vous vous êtes installé pour proposer un investissement aux États-Unis. Alors, avant de parler de Détroit, historiquement, Franck Nogues, l'investissement aux États-Unis, c'était plutôt la Floride. Alors au début, oui, c'était la Floride, puisque en fait, si vous voulez, comme nous sommes dans un salon immobilier, il faut bien se positionner en tant qu'acheteur de sa résidence principale, où c'est un achat à plaisir, ou acheteur au titre d'un investissement. Quand on est acheteur au titre d'un investissement, on a plusieurs façons d'acquérir. Soit on achète en haut de cycle, et à ce moment-là, la perspective de plus-value devient assez compliquée. Soit on achète en bas de cycle, et c'est ce qu'on a cherché à faire depuis le début. Alors, premièrement, effectivement, avec la Floride et surtout Miami de 2009 à 2012. Ensuite, quand Miami a commencé à bien évoluer, eh bien, on est passé de Hollywood, Floride, Fort Lauderdale jusqu'à West Palm Beach de 2012 à 2015. Et aujourd'hui, eh bien, plutôt que d'acheter de l'immobilier qui est au sommet, on préfère acheter de l'immobilier qui a bien baissé, donc comme à Détroit, où on est en bas de cycle. Et donc, depuis 1 an et demi, nous sommes sur la belle ville de Détroit. On va y revenir. Solange Dahan, vous vous êtes associée avec Franck et Marie-Caroline. Pour quelles raisons? Ça, c'est une bonne question. Pour quelle raison? Parce que premièrement... Parlez plus près du micro. Voilà. Pardon. Premièrement, alors nous nous connaissons depuis des années. Avec Franck, ça fait plus de 20 ans. Nous sommes trois conseils en gestion de patrimoine. Nous avons chacun nos cabinets respectifs. Et puis, bien évidemment... j'ai voulu, à un moment donné, trouver des solutions alternatives par rapport à ma propre clientèle du cabinet. Et puis, l'investissement aux États-Unis me paraissait pertinent par rapport au prix, par rapport à la rentabilité, par rapport à la parité euro-dollar. En fait, en France, bien évidemment, quand on investit dans l'immobilier, ben, nous avons des codes à respecter et qui ne sont pas du tout les mêmes aux États-Unis. Et ça, je l'ai appris. Donc, on va dire, ça fait 1 an maintenant qu'on est sur le sujet. Il s'est passé la chose suivante, c'est que j'ai commencé à vouloir proposer ce produit à ma propre clientèle. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre clientèle, quand vous avez proposé ce produit à Détroit? Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit? L'argument principal, d'abord, c'est que effectivement, ceux qui ne veulent plus investir dans l'immobilier pour des raisons de rentabilité, la fiscalité qui est de plus ceux qui veulent voir ailleurs. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est que ça. Pardon, mais je ne sais pas si c'est que ça. Alors, c'est quoi? Dites-moi. Soyons précis. C'est surtout la diversification, d'accord? Voilà. Parce que ces clients-là voulaient aussi avoir une solution pour sortir un petit peu de la zone euro, pour sortir aussi de leur contrat d'assurance vie en fonds euros qui ne rapportent pas grand-chose. Qui sont aujourd'hui limités peut-être aujourd'hui à 2 points, voire très bientôt à 0. Chercher de la rentabilité, bien évidemment. Marie-Caroline, les motivations, ce qui vous a attiré dans ce produit qui est un petit peu original, hein, parce qu'on pense à la Floride, on pense éventuellement à la Californie, un peu moins. On rappelle que Détroit, c'est à la frontière, on va dire, entre le Canada et les États-Unis, hein, au nord. Alors, moi, personnellement, ce qui m'a plu, c'est que c'était un produit différenciant. Donc, ça permettait à mes clients, au départ, de diversifier leur patrimoine.
de leur trouver des perspectives de plus-value qu'on n'avait plus sur les produits traditionnels. Et puis le côté assez sexy, on doit quand même l'avouer, des États-Unis, d'aller investir dans la zone de l'art. Ça plaisait beaucoup à mes clients et très vite je me suis rendu compte que ce produit-là était un véritable produit d'appel parce que mes clients en ont parlé beaucoup autour d'eux, alors qu'ils ne parlaient pas forcément des solutions d'investissement qu'ils mettaient en place auparavant. On va voir quelques images d'ailleurs de Détroit, vous pouvez continuer à argumenter, quelques images de cette ville donc, qui a fait faillite, on le rappelle, en 2013, et qui maintenant, bon voilà, on voit évidemment, il y a tout ce qu'il faut à Détroit, hein, c'est une très grande ville des États-Unis. Ce qu'on peut retenir en premier lieu, Franck, c'est que c'est la renaissance, hein, c'est ça. C'est exactement ça, c'est la renaissance qui est partie donc de la faillite en 2013. Il y a 12 milliardaires qui se sont réunis et qui ont créé le Made in Detroit. Et c'est ce qui a été l'impulsion du redémarrage de Détroit. Aujourd'hui, Détroit, c'est une ville qui capte l'industrie automobile. Je rappelle que le siège de General Motors est toujours à Détroit. On voit la très belle tour en bordure de la rivière. C'est pas celle qu'on a vue juste avant. Ouais. On a le siège de Ford et le siège de Chrysler est partagé entre Détroit et Turin, où Fiat a racheté une partie de Chrysler au plus bas de la crise. On a énormément d'implantations d'entreprises. La responsable de la chambre de commerce de Détroit nous expliquait un petit exemple très simple. Il y a 5 ans, il y avait 4 entreprises chinoises installées à Détroit. Aujourd'hui, il y en a plus de 100. Et le meilleur exemple, pour revenir à l'automobile, c'est Google, enfin sa holding Alphabet, qui vient d'installer le siège de développement de la Google Car à Détroit. Pourquoi? Parce que tous les sous-traitants étaient déjà à Détroit. Oui, voilà, c'est effectivement le vivier de l'industrie automobile, mais aussi de tout ce qui va autour, et notamment concernant les nouvelles technologies. Exactement. Et en fait, la Renaissance est à un point tellement important que les 2 candidats à la Maison-Blanche, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ont fait leur discours de politique économique au courant du mois d'août à Détroit. Ah oui, c'est vraiment le miracle américain, parce qu'une ville qui est à plat, à genoux et qui se relève comme ça, c'est assez rare. Et on sait très bien, excusez-moi, qu'à partir du moment où il y a une volonté politique, eh bien, en général, elle se réalise derrière. Alors, quel intérêt ai-je à investir à Détroit et dans quel type de produit? Eh bien, on regroupe tous les avantages d'un investissement. C'est-à-dire que grâce à cette faillite, on va acheter les biens pas chers. On est sur une zone géopolitiquement stable. On est sur un pays où le revenu moyen américain est à plus de 4 000 $. Je rappelle qu'en France, le revenu moyen est à 1 700 €. Il y a un autre chiffre moi, qui m'a stupéfait, qui est tombé il y a 15 jours, c'est l'augmentation du revenu médian aux États-Unis, 5,2% en un an. C'est ce qu'on souhaite en France. Avoir une augmentation du revenu, tout le monde le souhaite, de 5,2%. On a tous les éléments qui permettent d'avoir un très bon investissement. Donc on a à la fois une bonne rentabilité, on n'achète pas cher, on a des loyers élevés, on parlera des loyers un peu plus tard, avec les garanties qui sont accordées à ces locataires. On a une perspective de plus-value et on a une sécurité dans le versement des loyers parce que les Américains ont du pouvoir d'achat. On va en parler. Alors on voit, effectivement, on a vu que certains quartiers, Birmingham, Grosse Pointe, et là on voit un petit peu le processus de sélection des maisons, bien sûr de la rénovation parce que quelquefois il faut, et là c'est le cas d'ailleurs, il faut refaire quelques travaux. Donc voilà, on a vu pas mal de belles maisons, donc on peut investir à partir de, on va dire 100 000 €, c'est ça, grosso modo? Au moins on est à partir de 50 000 $, un peu moins de 50 000 €. Alors les très belles maisons qu'on a vues, c'est le paradoxe des États-Unis, c'est que on a toujours eu, malgré le fait que la ville soit sinistrée, on a toujours eu des maisons à plus de $1 million sur Grosse Pointe, sur Birmingham. Notre stratégie, elle est très simple. Notre stratégie, c'est d'aller se positionner en bordure de ces zones et par ricochet, le prix des maisons que l'on va conseiller à nos clients va augmenter en premier pour que nos clients aient à la fois un rendement important, puisque une fois que toutes les charges sont payées, on a des rendements qui sont de 8 à 10%, chose qu'on ne trouve plus en zone euro. Et ensuite, on a un potentiel de plus-value, puisqu'on achète vraiment au plus bas. On peut prendre un exemple, avant de parler de fiscalité, sur un bien qu'on va acheter, on va dire 250 000 $, ça se loue à quel prix? Quels sont 250 000 $, vous avez 5 maisons, puisque c'est 50 000 $ la maison. Chaque loyer est entre 700 et 800 $. Donc je vais prendre un loyer à 700 $, ce qui me fait... Enfin, je vais prendre pour une maison, si vous voulez bien, ça sera plus simple. Donc 50 000 $ une maison, on a, en restant très prudent, parce que nous sommes des gens prudents,
on a 700 $ de loyer. Ça fait 8 400 $ par an. On enlève 3 400 $ de charges, de taxes foncières. Il reste 5 000 net. 5 000 net par rapport à un achat de 50 000. En 10 ans, il est effectivement... En 10 ans, le bien est payé. Voilà. Donc, après, ce n'est que du bonus. Mais aujourd'hui, moi, j'avais un client qui était dans mon bureau cette semaine, et il me dit, Monsieur Noguès, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a encore autant de contrats en fonds euros en France, où la perspective, c'est de faire 1 ou 2%, et la loi Sapin 2 risque de bloquer les sorties en cas de difficulté d'une compagnie d'assurance. Je dis que les Français, dans leurs investissements, sont un peu frileux, et qu'ils ont besoin de prendre quelques initiatives. Alors, Marie-Caroline, par exemple, sur un client qui vient vous voir et qui cherche effectivement à se diversifier dans son patrimoine, à diversifier son patrimoine, on va lui dire voilà ce qu'on peut vous proposer comme bien, avec des photos, avec des vidéos, etc. Mais il a quand même aussi peut-être envie d'aller voir. Est-ce que c'est le réflexe Oui, alors, pour les gens? Alors oui, ils ont effectivement le réflexe d'aller voir parce que c'est de l'immobilier, mais néanmoins, pour des montants d'investissement à cette hauteur, non, ils le considèrent comme un produit de diversification et ils ne se déplacent pas. Maintenant, s'il s'avérait que le client souhaitait voir ses investissements, il n'y a aucun problème, on peut l'emmener visiter sa propre maison. Justement, j'ai le cas d'une cliente qui a voulu voir avant d'investir. Elle profitait d'être gratis passenger puisqu'elle était dans l'aérien et elle est partie à Détroit voir la maison qu'elle avait en théorie choisie. Elle a visité, elle est revenue. Elle me dit non, Madame Dahan, je ne vais pas en prendre qu'une, j'en prends 3. Donc voilà, alors quand nos clients arrivent à se déplacer, en fait, ils achètent beaucoup plus que ce qui est prévu dans le papier. Alors voyons maintenant la fiscalité. Elle est bien sûr spécifique non seulement aux États-Unis, mais à l'État du Michigan, parce qu'on sait que les fiscalités sont doubles aux États-Unis. Qu'en est-il en fait? Est-ce qu'on est imposé? Quelles sont les règles? Alors on est imposé très très faiblement, puisque en fait, on a d'abord un amortissement sur 27 ans et demi. Alors, pour les plus anciens de l'immobilier ici, en France, on avait un amortissement de 14% sur les revenus fonciers à l'époque. Aujourd'hui, avec l'insécurité fiscale qu'on a en France, il a disparu. Donc, aux États-Unis, on n'a pas cette insécurité fiscale. Et donc, on a un amortissement sur 27 ans et demi. Ça permet de déduire à peu près 3,6% du prix du bien par an. Une personne qui investirait 100 000 $ aux États-Unis déduirait de ses revenus fonciers américains 3 600 $. Donc, pour qu'on soit très, très précis, on paye des impôts aux États-Unis. Hein. Voilà. Il faut être résident ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Voilà. Alors, d'abord, on paye l'impôt aux États-Unis, mais on a énormément d'abattements. Donc, l'amortissement. Et ensuite, on a le droit à un plafond de 4 000 $ par an, quel que soit le nombre de maisons que vous avez achetées. Donc, pour un investissement de 100 000 $, vous abattez 3 600 $ et vous abattez 4 000 $, ça fait 7 600 $. Il vous reste 2 400 $. D'accord. Ensuite, si vous avez la curiosité d'aller voir votre bien aux États-Unis, ce qu'on vous propose de faire, bien évidemment, contrairement à la fiscalité de la SCI en France, vous pourrez passer en déduction votre billet d'avion, votre chambre d'hôtel, votre location de voiture, vos restaurants pour moitié. Déplacement et l'hébergement. Tout à fait. Très bien. Ensuite, aux États-Unis, jusqu'à 17 000 $, vous payez 10% d'impôt. Et en France, comme nous sommes conseillers en gestion de patrimoine, nous assistons nos clients dans leur déclaration d'impôt, bien évidemment. Il faut faire une déclaration 2047 sur les revenus fonciers américains, qu'on reporte sur la déclaration 2044 et sur la déclaration globale 2042. Depuis la convention fiscale franco-américaine, on évite la double imposition. Ce qui veut dire qu'on a le droit à un crédit d'impôt par rapport à ses revenus américains, considérant qu'on a déjà payé de l'impôt aux États-Unis. Et cet accord franco-américain, il date de quand? Alors, il date de 94 sur la dernière mouture. De manière à ce qu'il n'y ait pas la double peine, quoi. Exactement. Et donc là, on se rend compte, en prenant un petit peu de recul et en faisant des simulations, parce que rien ne vaut une simulation, que en fait, les clients payent très peu d'impôts aux États-Unis et certains sont même remboursés d'un petit avoir fiscal pour les petits investissements en France. Et pour les gros investissements, on a fait une étude avec le plus gros cabinet d'avocats à Marseille, qui est la FIDAL. Il y a 30 avocats. On ne dépasse jamais 17% d'impôts, même si on est sur les plus hautes tranches d'impôts. Sur les loyers, est-ce que, comme en France, les locataires ont des aides? Alors oui. Alors, les locataires ont des aides. On va dire que c'est à peu près l'équivalent des APL, sauf que c'est mieux fait. C'est mieux fait pourquoi? C'est mieux fait parce que, d'une part, lorsque la maison a été rénovée, puisque toutes nos maisons sont rénovées au moment de l'acquisition, il y a une commission d'inspection qui passe et qui valide les travaux. Malheureusement, en France, on a encore des WC sur le palier, des tuyauteries en plomb, des dominos électriques. Vous voyez, aux États-Unis, c'est impossible.
Et donc ça garantit le propriétaire d'avoir une maison en bon état et que les travaux soient bien faits. Deuxièmement, tous les ans, cette commission d'inspection passe. Et cette commission d'inspection, elle fixe, le montant du loyer, qui est déterminé en fonction du nombre de personnes qui sont dans la maison et qui travaillent, parce que cette aide, elle est destinée, on est aux États-Unis, c'est comme ça, aux travailleurs pauvres. Une personne qui perd son boulot, 3 mois plus tard, si elle n'a pas retrouvé un boulot, elle perd sa maison. Donc elle ne reste pas 2 ans pour l'emploi. On l'a vu avec la crise des subprimes aux États-Unis. Ouais. Donc on peut aimer ou on ne peut pas aimer, mais il y a énormément d'aides aux États-Unis. Et ces aides sous sont condition, effectivement, sous condition. d'une fixation du loyer, sous condition de travailler, d'avoir un revenu, d'être productif. Oui. Et c'est comme les APL, elles sont versées aux gestionnaires dans la limite de 60 à 100%. Il y a des allocataires qui touchent 100%. Et le gros coup de force de notre partenaire à Détroit, c'est d'avoir recruté la responsable section 8 qui connaît parfaitement les biens, les locataires et l'optimisation de toutes ces aides. Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau TV du Centre de l'Immobilier de Marseille pour nous parler de ce produit particulièrement innovant. Investir aux États-Unis, à Détroit, au Michigan. Je suis sûr que ça va avoir beaucoup de succès. Je rappelle que vous avez cofondé le cabinet DNCO. Alors, DNCO, c'est DN. Ok, C et le O, c'est D, c'est pour Dahan, N, c'est pour Noguès, C, c'est pour Chabrière et O, c'est pour Overseas. Ok, de l'autre côté de l'Atlantique. Exactement. Merci à vous et on se retrouvera plus tard pour une nouvelle émission sur ce même plateau.